Bonjour, il est l'heure de revenir vers vous pour vous parler de mes dernières lectures. Je vais commencer de suite avec les graphiques. J'ai lu cette petite BD jeunesse, Bashka, le dernier jardin, qui est un tome 1. Voilà, on va suivre Victoria et Bashka, qui est le petit chien que vous voyez ici, dans leurs aventures. Donc une aventure un petit peu apocalyptique, puisque ils vivent sur une terre où il n'y a plus rien. Ils suivent une quête, celle de retrouver les parents de Victoria. Voilà, c'est très agréable à lire. La colorimétrie vraiment est très plaisante. Je vous montre un petit peu. J'aime beaucoup le dessin, hein. Il est simplifié. Voilà, c'est fait pour un public jeunesse. C'est très touchant. C'est fait par petites touches d'histoire. Alors voilà, on a toujours une page comme ça et après enchaîne une petite histoire, mais ça se suit quand même. Voilà, comme un petit chapitrage. C'est dans les tons orangés, marron. C'est vraiment, voilà, on a des petites choses comme ça. Voilà, je me suis régalée. Donc il y a le tome 2 qui est sorti et le tome 3 qui est en cours, qui n'est pas encore possible d'avoir. Voilà, là vous avez le tome 2. Je recommande, cadeau de Noël de ma grande. Voilà, une petite pépite. J'ai ensuite lu une trilogie, donc la trilogie dans la collection Le Paris des Merveilles, Les Artilleuses, donc le tome 1, Le vol de la sigillaire, voilà, le tome 2, Le portrait de l'antiquaire, et le tome 3, Le secret de l'elfe. Donc, on va suivre ces trois jeunes femmes là que l'on voit. Donc, on est dans le Paris des merveilles, donc le Paris du début du XXe siècle. On est exactement en 1911 et donc ce Paris aussi de l'autre monde, où il y a des elfes, d'autres petites créatures, etc. Alors, bon, j'ai été déçue par la lecture de cette BD. On est sur une histoire simpliste, le vol d'une sigillaire, donc d'un bijou. Voilà, ça va pas chercher bien loin. En soi, honnêtement, l'histoire aurait pu être celle-là, mais j'attendais tout, tout ce qui tournait autour de ce monde, justement, du Paris des merveilles, avec l'outre-monde, avec voilà, en fait, avec tout ce qu'on peut trouver comme petites créatures, qui, je trouve que je n'ai pas retrouvé au niveau du dessin. Vraiment, c'est très, ces petites touches donc de fantastique sont très minimalistes, et finalement on est très axé sur une enquête policière, ouais, policière, parce qu'on n'est pas de l'ordre du thriller, policière, mais en plus avec des résolutions vraiment qui arrivent comme ça, où on change de vignette et tout est fait, tout est dit.
j'ai trouvé ça un peu dommage parce que après ces deux jeunes femmes ont chacun leurs caractéristiques. Elles ont des petites touches de magie. Je trouvais ça bien. Elles sont aidées par un gobelin qui est plutôt bien fait, bien sympathique. Je vous montre. Voilà. Et voilà, ce gobelin a un chien robot. Donc ça aussi, je trouvais que c'était plutôt bien fait, mais en fait, voilà, il y a trop de choses qui se rapprochent à notre monde, à nous, au début du 20e, et trop peu, à mon sens, de l'outre-monde et du point de vue du fantastique. Donc, déçu. Voilà, je sais qu'il y a d'autres collections dans le monde du Paris des Merveilles. Donc, si c'est disponible à la bibliothèque ou que je puisse les trouver d'occasion, je retenterai, mais voilà, il faut vraiment que ça me tombe dessus parce que sinon, j'irai pas exprès à la recherche de ces histoires-là. J'ai ensuite lu une duologie en graphique, donc c'est Détox. Déception supplémentaire. Alors, on va suivre ce personnage-là sur la couverture. Donc oui, là, ce que je vous montre, c'est le tome 2. Donc, ce personnage, en fait, c'est un homme qui est cadre, qui a vraiment beaucoup de responsabilités, qui suit une course au rendement, au toujours plus d'argent, on travaille toujours plus pour avoir plus, au niveau de l'alimentaire aussi. Voilà, il va tirer sur la corde, tirer sur la corde, tirer sur la corde. Il a une secrétaire qui... Enfin, c'est plus qu'une secrétaire, hein, c'est voilà, une assistante de direction, on va dire, qui fait beaucoup pour lui et qui est très efficace et qui reconnaît toutes ses qualités et ses valeurs professionnelles. Et c'est une personne aussi qui ne va pas se ménager et qui va avoir la même déontologie professionnelle que ce charmant personnage, donc c'est-à-dire on y va, on n'a que le travail qui compte dans la vie et on donne toujours plus au détriment de sa santé physique et psychologique. Et donc cette jeune femme, c'est pas un spoil, hein, c'est dans les premières vignettes du premier tome, va faire une rupture d'anévrisme. Voilà, et donc là, ça va le remettre en question et il va s'engager dans un séjour détox. Alors, en soi, franchement, moi, je me suis dit, go, super. Voilà, là, il est noté, il y a-t-il une vie sans la 4G? Donc, je me suis dit, pas de téléphone, pas de réseau, pas, voilà. Donc, on y est, on est dans la thématique, sauf que on est sur un personnage qui est profondément antipathique. Et même en allant de lui-même dans ce stage-là, il va faire de la résistance et, et il n'est pas d'accord avec ce qui lui est proposé. J'avais envie de lui foutre des claques en fait à chaque page et, et je trouvais que l'encadrement de ce stage-là aussi était très limite, hein. C'était voilà.
En fait, c'était pas ancré dans ce que l'on pourrait trouver dans, dans la réalité. Il y a trop de choses qui sont complètement hors du cadre pour moi. Donc, je l'ai lu parce que je l'ai emprunté, que c'était du graphique et que mine de rien, bon voilà, le trait, le trait du graphisme est sympa. Donc je suis allée jusqu'au bout. Euh, euh, je veux dire, j'ai lu, hein, j'ai lu la fin. Alors, je m'attendais des fois quand on n'est pas convaincu par la lecture d'un ouvrage et qu'on arrive à la fin, on se dit oui, effectivement, il y avait il y avait peut-être un message, voilà, un petit message à décoder. Oui, effectivement, il y a quelque chose. Ce personnage a un passé qui va ressortir par petites touches le long de ces deux tomes. Donc, on va expliquer en fait un passé qu'il a vécu dans son enfance un peu sombre qui explique la personne qu'il est devenu. Mais en fait, c'est le seul point positif de ces deux BD. Je pense qu'à la rigueur, on aurait pu faire ça, quoi. Voilà. Un, réduire de moitié parce que il y a des passages de l'histoire qui ne servent justement pas à l'histoire. Donc, je recommande pas. Je pense que sur le sujet, il y a bien mieux qui a été fait. Voilà. Allez, ensuite, j'ai trouvé un graphique à la boîte à livres. Et là, par contre, alors, ça a été une... est-ce que je peux dire que c'était une lecture agréable parce que le sujet, franchement, ne l'est pas du tout. Mais ça a le mérite d'être une BD qui a existé. Alors, c'est une BD qui a été éditée, il me semble, dans les années 90. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça, oui, en 1993. C'est une BD sur le sujet du sida. Ça s'appelle Sida Connexion. Alors, j'ai énormément aimé découvrir le graphisme de cette BD. Alors, il y a des planches qui sont... C'est une BD adulte, hein. Voilà, parce qu'il y a des planches qui sont très équivoques. Je vous montre un petit peu le graphisme. Donc, on retrouve vraiment un trait de crayon particulier, une façon de dessiner les personnages qui sont vraiment très cette époque-là, années 90. Hein. Regardez, voilà, là l'infirmière. On n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, on va suivre un personnage qui est journaliste et qui va remonter toute la filière du sang contaminé. Par le virus du sida. Alors, j'ai rien appris parce que c'est un sujet sur lequel j'ai déjà lu, mais je trouvais vraiment très intéressant euh, que, que cette BD existe et que surtout cette BD était éditée dans les années 93.
parce que à cette époque-là, donc qui est mon époque, la peur était ambiante, hein, cette peur du sida. Et il fallait quand même des explications et une porte d'entrée autre pour parler de ce sujet-là qui était brûlant. Donc voilà, moi je suis très contente d'être tombée dessus. Voilà, après on apprend deux, trois petits trucs si on ne connaît pas le sujet. Donc vraiment, vraiment c'est intéressant. On va suivre deux personnages journalistes. Voilà, on a une petite ambiguïté sur leur relation, soit. Bon, après, on a le point négatif sur ce passage, c'est que on a vraiment un passage complètement hors, hors propos, avec une bagarre avec deux personnages à la massacre à la tronçonneuse. Je vous montre, voilà. C'était, voilà, je me suis dit, bon, ben ça dure, quand même, ça dure 4 pages, hein, voilà, ça fait 4 planches entières. Bon, ça pourrait être clairement éliminé. Voilà, je comprends pas, je ne comprends pas. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Voilà. On va passer à la partie roman. Donc, j'ai lu deux classiques. Alors, le premier, attention, auteur chouchou, Mon petit Zola, dans cette petite édition classique scolaire. Comment on se marie. Donc ici, Zola va retranscrire 4 portraits de personnes qui se marient dans des classes sociales vraiment différentes, en partant du plus haut vers le plus bas. C'était extrêmement intéressant. J'ai vraiment adoré. On retrouve tout ce qu'on aime chez Zola. Franchement, si vous n'avez pas encore lu Zola, c'est une très très belle porte d'entrée. Donc c'est en 4 chapitres, vraiment on suit 4 couples. C'est sans équivoque de ce qui se passait à cette époque-là. On a le mariage, on a les arrangements de famille, on a la question financière, on a la question de la place de la religion, on a la question de les classes sociales, une élévation par le mariage ou pas. On a la question de la relation intime dans le couple. On a même la question de l'adultère. Enfin, il y a tout. Il y a absolument tout sur 4 couples réunissant toutes les couches sociales que l'on pouvait trouver à cette époque-là. Donc moi je dis allez-y. Et ça se termine avec un, un petit... enfin ouais, je sais pas comment c'est dit. Hein. Bon, enfin, un petit, voilà, un petit dossier, on va dire, où c'est marqué le mariage dans les œuvres de Zola. Et donc là, on a... il revient en fait sur tous les Rougon-Macquart dans lesquels il traite la question du mariage. Donc on a quelques pages sur le mariage dans Pot-Bouille.
que je n'ai pas encore lu, donc je ne l'ai pas, je vais pas lire les documents parce que je veux pas du tout me spoiler. On a un autre sur l'assommoir, voilà. On a un autre sur le rêve, un autre sur une page d'amour, donc dernier Zola que j'ai lu, donc vraiment très 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 intéressant, et un autre sur la curée. Voilà. Si vous trouvez voilà, ce petit texte, allez-y, 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 allez-y. J'ai ensuite lu un conte de Perrault Podane. Voilà, je me suis régalée, ça se lit extrêmement vite, c'est écrit en vers, voilà. C'est poétique, explicite, enfin, et j'adore Podane. Voilà. C'est aussi dans une édition classique scolaire. Donc, on a Podane avec donc écrit par Perrault. Après, on a un document sur le film de Podane, donc qui est disponible sur France Télévisions, que j'avais déjà regardé, mais que donc à la suite de cette lecture, j'ai revisionné. Et je me suis régalée, quoi. Allez-y, allez-y. Je crois que c'est le mot de, de beaucoup de ce que je vous présente dans cette vidéo, excepté peut-être les graphiques qui étaient un peu plus en demi-teinte. Mais si vous n'avez pas encore vu ce film qui date des années 70, il faut le regarder, c'est un classique qui est à voir. Voilà, et que je recommande. J'ai ensuite lu un livre jeunesse de Anne Trottereau, journal de Ninon Batandier. Voilà, que j'avais trouvé à la boîte à livres, qui est vraiment retranscrit comme un journal. C'est une jeune fille qui a 10 ans, donc Ninon. Elle commence son journal le 5 octobre 1955. Elle vient de déménager, elle était dans le sud et elle va habiter une commune dans le nord. Et elle retranscrit donc sa vie à l'école, sa vie à cette époque-là, les copines. C'est vraiment très très touchant. Il y a des petits dessins. Voilà, c'était une très très belle lecture. Ça fait une centaine de pages. Voilà, bon, je me suis régalée, hein. Voilà, c'est dans la collection l'école des loisirs. Rien à ajouter de plus. J'ai ensuite lu un Amélie Nothomb, Antéchrista. Très très bonne lecture. Excellente lecture. Sur comment vous décrire ce texte sans trop vous en dévoiler. On va suivre une jeune fille de 16 ans qui est déjà en études supérieures à la fac. Elle est en première année. Je me suis endolorie la jambe. Donc, on va suivre une jeune fille de 16 ans. Elle est très brillante. Elle a de l'avance, elle est en première année de fac, elle n'est pas du tout populaire, elle passe son temps à lire et en contrepartie, on va suivre une deuxième jeune fille qui a le même âge, qui est aussi en avance, qui s'appelle Antéchrista et qui, elle, est populaire et qui va
décidé de se rapprocher de notre première protagoniste. Voilà, je n'en dis pas plus. On va aborder la relation amicale avec de grands guillemets, donc au début de la vie d'étudiante. On va aborder la toxicité amicale, on va aborder le harcèlement, on va aussi aborder la relation parent-enfant. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Voilà, je n'en dis pas plus parce que les textes de Amélie Nothomb, il faut y aller sans vraiment trop savoir. Voilà, mais c'était une excellente lecture. Et dernier texte donc, que je vous présente, c'est un Franck Bouis. Il s'agit de Oxymore. Et alors là, on est dans du pur thriller. Ce n'est absolument pas mon genre de prédilection, mais je ne pouvais pas lâcher ce texte. Ce texte est addictif. Franck Bouis a vraiment une plume qui vous entraîne et qui vous laisse vraiment, on tourne les pages et on se dit mais qu'est-ce qu'il va arriver, que va-t-il se passer? Et en plus là on part, en fait on part, on a un homme qui est enfermé dans une cave, il est attaché, il est retenu prisonnier. Et on va lui déposer à manger quand il dort et on va lui glisser sous la porte tous les jours une feuille de papier avec un dessin à terminer. Voilà. Et je vous en dis pas plus. Qui est cette personne enfermée dans cette cave? Qui est cette personne qui lui glisse le papier? C'est très bien écrit, c'est très bien mené. Voilà, c'est très court, hein, c'est vraiment très court. En plus, j'ai lu dans une édition où c'est écrit extrêmement gros. Donc voilà, si vous trouvez ce texte, que vous aimez vraiment le thriller et que vous avez déjà découvert la plume de Franck Bouis et que vous n'avez pas été déçu, mais foncez. Voilà, je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas encore lu. Peut-être comme moi, parce que vous ne savez pas qu'il existait. Parce que ce texte, je crois, est de, voilà, 2000... là, il marquait 2019. Première édition 2019. Oui, alors dans cette édition-là, 2021. Mais il a été édité aux éditions La Geste en 2019, je dirais. Voilà. Donc, c'est pas... c'est plus récent, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus hyper ancien. Voilà pour ces lectures. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous.